Regardez cette eau, le fleuve, la Seine. Pour des millions de Parisiens, elle est le cœur battant de la ville lumière, un ruban d'argent qui berce les rêves et les amours. Mais pour d'autres, elle est une frontière, un lieu d'oubli, un témoin silencieux des tragédies que la capitale préfère ignorer. Nous sommes à Choisy-le-Roi, un faubourg de Paris, loin des lumières de la Tour Eiffel, où la Seine prend un autre visage. Celui d'un lieu de rencontre, d'un refuge pour les âmes perdues, et en août 2025, celui d'une scène de crime macabre. Ce que nous allons explorer n'est pas une simple affaire de noyade. C'est l'histoire d'une vague d'horreur qui a révélé une haine sourde, tapie dans l'ombre de la banlieue. 4 corps, 4 destins brisés, et un mystère qui persiste. Comment 3 d'entre eux sont-ils morts de façon naturelle, alors qu'ils étaient liés par le même bourreau? Restez avec nous jusqu'à la fin, car la vérité sur le mobile de ce tueur en série et la piste oubliée qui a failli le laisser impuni est plus terrifiante que le fleuve lui-même. Choisy-le-Roi. Ses berges, ses ponts, ses coins discrets. C'est un lieu de dualité. Le jour, c'est un point de passage, un lieu de pêche et de promenade. La nuit, il devient un sanctuaire pour les sans-abri. Un lieu de rendez-vous clandestin, un espace où les marges de la société se rencontrent. C'est dans cette atmosphère de coexistence fragile que le drame a commencé à se dérouler. Le 13 août 2025, un passant, attiré par une forme étrange flottant près du pont, a fait la première découverte. Un corps. Un homme. Sorti de l'eau, il portait déjà les stigmates d'une mort violente, mais les premières analyses n'ont pas immédiatement révélé l'ampleur de l'horreur. Les autorités ont d'abord pensé à une noyade accidentelle, un drame de la misère. Mais la Seine, ce jour-là, n'avait pas fini de cracher ses secrets. Quelques heures plus tard, alors que les équipes de police scientifique quadrillaient la zone, un deuxième corps est repêché. Puis un troisième. Et enfin, un quatrième. En l'espace de 24 heures, le fleuve avait rendu 4 âmes oubliées. La banalité de la découverte initiale s'est transformée en une certitude glaciale. Choisy-le-Roi était le théâtre d'un crime en série. La peur s'est installée, non seulement chez les habitants, mais surtout au sein de la communauté des sans-abri et des personnes marginalisées qui utilisaient les berges comme refuge. L'angle urbex de cette affaire se concentre sur ces berges, ces coins sombres sous les ponts, ces lieux où la vie se déroule, loin des regards. Le fleuve, avec ses courants et ses remous, est un parfait dissimulateur. Il efface les traces, il déplace les preuves, mais il est aussi un témoin. Les enquêteurs ont dû se plonger dans la vie de ces victimes, des hommes dont l'existence était souvent réduite à quelques papiers, quelques affaires. Qui étaient-ils? Pourquoi se trouvaient-ils là? Et surtout, qui avait décidé de les effacer de la surface de la Terre? Les premiers jours de l'enquête ont été marqués par une confusion palpable. Les corps étaient en état de décomposition avancée, rendant l'identification difficile. Les rumeurs se sont multipliées. Un règlement de compte, un trafic qui aurait mal tourné, l'œuvre d'un déséquilibré. Mais l'analyse médico-légale, menée dans le secret des laboratoires, allait bientôt apporter une première vérité. Une vérité qui allait orienter l'enquête vers une piste bien plus sombre et ciblée. La Seine, ce fleuve majestueux, est devenu un lieu de terreur. Les habitants de Choisy-le-Roi ont commencé à regarder l'eau avec suspicion, se demandant combien d'autres secrets elle cachait. Les médias ont afflué, transformant le lieu en un point focal de l'horreur. Mais le plus troublant restait à venir. La révélation que, parmi les 4 victimes, une seule avait été tuée par strangulation.
Les 3 autres, selon les premières conclusions, seraient mortes de cause naturelle. Un paradoxe macabre qui a jeté une ombre de doute sur l'ensemble de l'affaire. Une victime étranglée, 3 autres mortes, naturellement. Comment expliquer cette incohérence? Le fleuve a-t-il été le complice d'un tueur qui a voulu masquer ses crimes? Dans notre prochain bloc, nous allons plonger dans la marée de l'horreur, décortiquer les conclusions médico-légales et explorer le rôle sinistre de la Seine dans cette affaire. Préparez-vous, car le mystère des 3 morts naturelles est le cœur noir de cette histoire. La découverte des 4 corps dans la Seine a déclenché une vague d'investigation sans précédent, a choisi le roi. Mais c'est l'analyse médico-légale qui a transformé l'affaire en un véritable casse-tête macabre. Le rapport initial a révélé que, sur les 4 victimes, un homme, identifié plus tard comme Franz D., était mort par strangulation. C'était la preuve irréfutable d'un meurtre. Mais les 3 autres corps, le rapport parlait de mort par noyade ou de causes indéterminées. Mais les médias ont rapidement relayé l'information troublante de mort naturelle ou accidentelle. Cette dissonance est le point de départ de la marée de l'horreur. Comment un tueur en série, s'il s'agissait bien de cela, aurait-il pu laisser 3 de ses victimes mourir de causes non violentes? Cette question a hanté les enquêteurs. L'hypothèse la plus sombre est celle d'une mise en scène complexe. Le tueur aurait-il cherché à noyer les 3 autres victimes, mais l'état des corps n'aurait pas permis de le prouver? Ou plus macabre encore, les aurait-il forcés à se droguer ou à boire de l'alcool jusqu'à la mort avant de jeter leurs corps dans le fleuve? La Seine, avec ses courants et sa capacité à effacer les preuves, est devenue le parfait alibi. Le fleuve, dans cette affaire, n'est pas un simple lieu de dépôt. Il est un personnage à part entière, un complice involontaire. Les corps ont été retrouvés à des endroits différents, suggérant qu'ils avaient été jetés à l'eau à des moments et peut-être à des lieux distincts, avant d'être ramenés par le courant vers Choisy-le-Roi. La Seine a agi comme un filtre, ne révélant les corps que lorsque les conditions étaient réunies. Ce délai a permis aux tueurs de gagner du temps et a rendu l'établissement d'une chronologie précise presque impossible. Les témoignages des sans-abri qui fréquentaient les berges ont été cruciaux. Ils ont décrit une atmosphère de peur grandissante, des disparitions inexpliquées, des rumeurs de violences ciblées. Ces âmes oubliées, vivant en marge, étaient les témoins privilégiés de la tragédie, mais leurs paroles étaient souvent ignorées ou minimisées. C'est dans ces récits que les enquêteurs ont commencé à dessiner le profil des victimes. Des hommes vulnérables, souvent isolés, et pour certains, appartenant à la communauté LGBTQ+. La révélation que Franz D., la victime étranglée, était d'origine martiniquaise et faisait partie de la communauté homosexuelle a marqué un tournant. L'enquête a commencé à se concentrer sur la possibilité de crimes de haine. Le tueur aurait-il ciblé ces hommes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur statut social? La piste de l'homophobie est devenue la plus tenace, transformant l'affaire en un drame social et politique. Les journaux de l'époque ont mis en lumière la vulnérabilité de ces communautés sur les berges de la Seine. Des lieux de rencontre qui, la nuit, peuvent se transformer en pièges mortels. La marée de l'horreur n'était pas seulement une série de meurtres, c'était la révélation d'une violence structurelle, d'une haine qui se nourrit de l'isolement et de la marginalisation. Le mystère des 3 morts naturels est resté le point le plus sombre. Si le tueur avait agi par haine, pourquoi n'aurait-il pas utilisé la même méthode violente pour toutes ses victimes?
Une théorie suggère que le tueur aurait pu utiliser la peur comme arme. Il aurait pu forcer ses victimes à se jeter à l'eau, ou les aurait laissés mourir de froid ou de peur, le choc hypothermique étant une cause de mort difficile à distinguer d'une noyade accidentelle. Le traumatisme de Franz D. aurait pu être un accident dans la série, ou au contraire, la preuve que le tueur avait perdu le contrôle. La Seine, dans son indifférence, a continué de couler, emportant avec elle les secrets des dernières heures de ces hommes. Les enquêteurs ont dû se battre contre le temps, contre la décomposition et contre le silence du fleuve pour tenter de reconstituer les événements. Leurs efforts ont finalement porté leurs fruits, menant à l'identification d'un suspect, un homme dont le profil allait ajouter une couche de complexité et de terreur à l'affaire. Un sans-abri, vivant dans la même précarité que ses victimes, est devenu le principal suspect. Comment un homme en marge de la société a-t-il pu devenir un tueur en série? Dans notre prochain bloc, nous allons décortiquer le profil de l'ombre, l'arrestation du suspect et les questions troublantes que son profil soulève sur la nature de la haine et de la violence. 11 jours après la découverte des corps, l'enquête a connu un tournant majeur. Un homme, un jeune sans-abri, a été interpellé et mis en examen pour les 4 meurtres. C'est le profil de l'ombre, un suspect dont l'identité et le mode de vie ont jeté une lumière crue sur la complexité de cette affaire. Comment un homme, vivant dans la même précarité que ses victimes, a-t-il pu devenir leur bourreau? Le suspect, dont l'identité a été gardée secrète pendant un temps, était un homme qui fréquentait les mêmes berges, les mêmes lieux de rencontre que les victimes. Il était en apparence l'un des leurs. Cette proximité a soulevé une question fondamentale. Le mobile était-il la haine ou une forme de violence interne à la communauté des sans-abri? Les enquêteurs ont rapidement privilégié la piste de la haine homophobe, une hypothèse renforcée par le profil de certaines victimes et le témoignage de l'association Stop Homophobie, qui s'est constituée partie civile. Le profil psychologique du suspect, tel qu'il a été esquissé par les sources proches de l'enquête, est celui d'un homme en rupture, avec des antécédents de violence et une possible idéologie extrémiste. Mais le plus troublant est la manière dont il a été appréhendé. Il n'a pas été arrêté sur le fait, mais quelques jours après les premiers meurtres, pour des faits de vol. C'est l'analyse de son téléphone, de ses déplacements et de ses contacts qui a permis de le relier aux victimes. La justice a dû reconstituer un puzzle macabre, pièce par pièce, pour établir la connexion entre le suspect et les 4 corps. Les journaux de l'époque ont mis en lumière le contraste entre la violence des actes et la banalité du profil du suspect. Il n'était pas le monstre que l'on imagine, mais un homme ordinaire, rendu violent par la misère, la haine ou une maladie mentale. Cette réalité a rendu l'horreur encore plus palpable. Le tueur n'était pas un fantôme, mais une ombre qui se déplaçait parmi les siens. L'angle urbex de cette phase de l'enquête se concentre sur les lieux de vie du suspect. Les tentes, les abris de fortune, les coins sombres sous les ponts. Ces lieux qui étaient censés être des refuges sont devenus des scènes de crimes potentiels. Les enquêteurs ont dû fouiller dans la boue, dans les détritus, pour trouver des preuves, des indices qui relieraient le suspect aux victimes. Le fleuve, qui avait caché les corps, a aussi servi de décor à la vie et aux crimes du tueur. Le mystère des 3 morts naturelles est revenu au centre des interrogations. Le suspect a-t-il avoué les 4 meurtres? Ou a-t-il nié toute implication dans les 3 autres décès? Le fait que les 3 victimes n'aient pas de traces de violence physique a permis à la défense de soulever un doute.
Le suspect n'aurait-il tué qu'une seule personne et les 3 autres seraient-elles mortes accidentellement ou par suicide après avoir été témoins du meurtre? Cette piste, bien que moins probable, a alimenté le mystère et la complexité de l'affaire. Un témoignage inédit, recueilli par la presse, concerne les dernières heures des victimes. Certains sans-abri ont rapporté avoir vu le suspect en compagnie des victimes, quelques jours avant la découverte des corps. Des scènes de beuverie, de disputes, de tensions. Ces récits ont permis de dessiner un tableau de la vie sur les berges, une vie faite de solidarité, mais aussi de violence et de danger. L'arrestation du suspect a apporté un soulagement temporaire, mais elle n'a pas clos l'affaire. De nombreuses questions sont restées sans réponse. Le mobile exact, la manière dont les 3 victimes sont mortes, et surtout, l'existence possible d'autres victimes. Les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à d'autres disparitions non résolues dans la région, soulevant la possibilité que le tueur ait agi pendant une période plus longue. Le profil de l'ombre est celui d'un homme qui a utilisé sa position de marginalisé pour cibler les plus vulnérables. C'est un rappel brutal que la violence peut surgir de n'importe où, même des lieux que l'on croit connaître. La scène, qui avait caché les corps, a finalement révélé le visage de l'horreur. La piste de l'homophobie est devenue la plus solide, mais elle est aussi la plus dérangeante. Pourquoi cette haine ciblée et comment la justice va-t-elle prouver le mobile? Dans notre prochain bloc, nous allons explorer la piste oubliée, le rôle des associations et la difficulté de juger un crime de haine dans un contexte de misère sociale. C'est le moment où l'affaire devient un miroir de nos propres préjugés. L'hypothèse des crimes homophobes en série a transformé l'affaire des 4 corps de Choisy-le-Roi en un drame national. C'est la piste oubliée, celle qui a failli être ignorée au profit d'un simple règlement de compte entre sans-abri. La révélation que les victimes, ou du moins certaines d'entre elles, appartenaient à la communauté LGBTQ+, a mis en lumière la vulnérabilité de ces personnes et la nécessité de considérer le mobile de la haine. L'association Stop Homophobie s'est rapidement constituée partie civile, apportant son expertise et son soutien aux familles des victimes. Leur intervention a été cruciale pour forcer les enquêteurs à considérer l'angle de la haine. Les journaux de l'époque ont souligné la difficulté de prouver un mobile homophobe, surtout lorsque le suspect est lui-même un marginal. La haine, dans ce contexte, est souvent un mélange complexe de préjugés, de frustration et de violence sociale. La piste oubliée est celle des lieux de rencontre, des codes, des signaux que seuls les initiés connaissent. Les berges de la Seine, la nuit, sont des lieux de drague, des espaces de liberté pour ceux qui n'en ont pas d'autres. Le tueur, en fréquentant ces lieux, aurait pu cibler ses victimes avec une précision macabre. L'enquête a dû se plonger dans ce monde souterrain, dans ces vies cachées, pour comprendre la dynamique des crimes. Un témoignage inédit, recueilli par les associations, concerne la peur qui régnait sur les berges avant la découverte des corps. Des hommes avaient déjà été agressés, menacés, mais n'avaient pas osé porter plainte, par peur d'être jugés ou marginalisés. Le tueur aurait-il profité de ce silence, de cette invisibilité, pour agir en toute impunité? La Seine, dans ce contexte, est devenue le symbole de l'oubli, le lieu où les crimes contre les plus vulnérables peuvent être facilement dissimulés. Le mystère du mobile incertain est resté le point central de l'affaire. Le suspect a-t-il agi par conviction idéologique? Ou la haine était-elle un prétexte pour assouvir une pulsion de violence?
Les experts psychologues ont tenté de décortiquer le profil du tueur, cherchant les racines de cette violence ciblée. Le fait qu'il ait vécu dans la même misère que ses victimes ajoute une couche de complexité. La haine peut-elle naître de la frustration, de l'envie ou du rejet de sa propre condition? L'angle urbex de cette phase est celui des archives, des dossiers, des témoignages oubliés. Les enquêteurs ont dû remonter le temps, chercher des liens entre les victimes, des points communs qui auraient pu échapper à la première analyse. La piste oubliée est celle qui mène à la vérité, mais elle est jonchée d'obstacles et de silence. La difficulté de l'enquête réside dans le fait que les 3 morts naturelles continuent de jeter un doute sur la qualification des faits. Si le suspect n'a étranglé qu'une seule victime, peut-il être accusé des 4 meurtres? La justice a dû faire preuve de créativité en utilisant la notion de crime en série et de mobile de haine pour relier les 4 décès. Le fleuve qui avait séparé les corps a finalement permis à la justice de les réunir sous la même accusation. La piste oubliée est un rappel brutal que la haine ne connaît pas de frontières sociales. Elle peut surgir dans les lieux les plus inattendus et cibler les plus vulnérables. L'affaire des 4 corps de Choisy-le-Roi est devenue un symbole de la lutte contre l'homophobie et de la nécessité de donner une voix aux âmes oubliées de la Seine. Le procès du profil de l'ombre est l'étape finale de cette tragédie. Mais le mystère des 3 morts naturelles restera-t-il à jamais non résolu? Dans notre dernier bloc, nous allons synthétiser l'héritage de cette affaire, l'impact sur la communauté, et vous donner la clé pour que ces âmes oubliées ne le soient plus jamais. L'affaire des 4 corps de Choisy-le-Roi a laissé une cicatrice indélébile sur les berges de la Seine. C'est l'héritage des âmes, le poids d'une tragédie qui a révélé la vulnérabilité des marginalisés et la persistance de la haine. Le procès du suspect, le profil de l'ombre, est l'étape finale de cette quête de vérité. Mais il ne pourra jamais effacer le mystère qui entoure les 3 morts naturelles. Le mystère des 3 victimes non étranglées reste le point le plus sombre de cette affaire. Le tueur a-t-il utilisé une méthode non violente pour les éliminer? Ou sont-elles mortes accidentellement après avoir été forcées à se droguer ou à boire? La justice devra trancher, mais le doute persistera. Le fleuve, dans son silence, a protégé ce secret, laissant aux familles des victimes le fardeau de l'incertitude. L'impact sur la communauté des sans-abri et des personnes LGBTQ+, a été profond. Les berges de la Seine, autrefois un lieu de refuge, sont devenues un lieu de peur. Les associations ont dû redoubler d'efforts pour sensibiliser aux dangers et pour offrir un soutien psychologique aux survivants. L'affaire a servi de miroir, révélant à la société parisienne l'existence d'une violence sourde, ciblée, qui se déroule loin des regards. L'angle urbex de cette conclusion est celui des lieux de mémoire. Les berges de Choisy-le-Roi sont devenues un lieu de recueillement, où des fleurs et des bougies sont déposées en hommage aux victimes. Ces lieux, autrefois banals, sont désormais chargés d'une histoire macabre, un rappel constant que la haine peut tuer. L'héritage de cette affaire est la nécessité de la vigilance. La piste oubliée a montré que les crimes contre les plus vulnérables sont souvent les plus difficiles à résoudre, car les victimes sont invisibles. La justice a dû se battre contre le silence, contre la misère et contre l'indifférence pour obtenir des réponses. Un témoignage inédit qui a marqué les esprits est celui d'un proche de Franz D., la victime étranglée. Il a raconté la vie de son ami, sa joie de vivre,
sa lutte contre la marginalisation. Ce témoignage a permis de redonner un visage, une humanité, aux âmes oubliées de la Seine. Nous avons navigué sur les eaux sombres de la Seine, exploré les berges de Choisy-le-Roi et décortiqué le mystère des 4 corps. Nous avons vu comment le fleuve, ce témoin silencieux, a révélé une vérité macabre. La haine peut tuer, même dans la misère. C'est ici que vous entrez en jeu. L'histoire de Franz D. et des 3 autres victimes ne doit pas être oubliée. Votre engagement est crucial pour que ces âmes oubliées ne le soient plus jamais. Nous vous demandons 3 choses, simples mais vitales. 1. Commentez ci-dessous. Quelle est votre théorie sur les 3 morts naturelles? Pensez-vous que le mobile homophobe est le seul? Votre analyse est une pièce du puzzle. 2. Abonnez-vous à notre chaîne. Chaque abonné est une voix de plus qui exige la vérité et la justice pour les victimes de crimes de haine. 3. Laissez un like sur cette vidéo. Montrez à l'algorithme que cette histoire doit être vue, partagée et que la lutte contre l'oubli est une priorité. Le secret de la Seine est un miroir de notre société. Ne le laissez pas se refermer. Partagez cette vidéo. Exigez la vérité. Car tant que la haine existera, le fleuve continuera de cacher des secrets. Merci de nous avoir accompagnés dans cette descente dans l'horreur. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères non résolus.